Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 20 déjà. Aujourd'hui, on va parler en fait de déséquilibre postural, puis à quel point qu'un simple petit déséquilibre au niveau de ta posture peut venir impacter tout le reste de ta carrière, puis même t'éloigner littéralement de ton rêve ultime qui risque d'être de jouer dans la NHL ou de la PWHL pour certaines. Donc, encore une fois, un podcast avec toute l'équipe où est-ce qu'on va justement, pas démystifier, mais vraiment aller en détail par rapport à ça pour pourquoi est-ce que les déséquilibres posturales surviennent, de un, mais également comment que ces déséquilibres-là, en fait, impactent littéralement tes games, tes pratiques au niveau du hockey sur glace. Donc, les boys, merci encore une fois d'être là. J'aimerais ça vous entendre un peu parler. On va commencer un peu plus dans le volet que pourquoi est-ce que le hockey apporte des déséquilibres posturels, parce que ça existe. Il n'y a pas juste le chemin que le déséquilibre t'empêche de performer au hockey, il y a aussi le hockey qui te crée certains déséquilibres. Donc, on va commencer un peu plus dans ce volet-là, puis après ça, on va continuer dans la boucle où est-ce que qu'est-ce que ces déséquilibres-là réimpactent littéralement le hockey. Donc, à qui la chance de se lancer en premier? Je peux y aller. Ben, écoute, first, c'est normal. N'importe quel sport va t'amener des déséquilibres spécifiques au sport, en fait. Là. C'est que quand tu pratiques un sport aussi souvent, mettons qu'un joueur de hockey peut le faire, ben, tu travailles tout le temps ou vraiment souvent dans les mêmes patrons de mouvement, dans les mêmes angles de mouvement. Mettons, au hockey, ça va être des poussées, mettons des strides en patin. Tu bouges tout le temps dans les mêmes plans, de la même façon. Fait que ton corps va s'adapter à ça. Puis souvent, la structure, si on peut dire, peut changer, peut se modifier un petit peu. Tu sais, la fameuse posture du joueur de hockey, comme la bédaine en sortie, les petits tasses en l'air. C'est classique du joueur de hockey qui passe sa vie sur une patinoire parce que ce qu'il fait sur la glace va lui apporter souvent les hanches plus tight, la chaîne antérieure, en fait, plus tight, plus serrée versus la chaîne postérieure. Fait que tu vas développer des muscles qui vont être plus difficiles à recruter après parce qu'ils vont travailler un petit peu moins. Puis tu sais que ton corps va toujours trouver une façon de bouger avec ce que tu lui donnes. Fait que souvent, quand ta posture change un petit peu avec les spécificités de ton sport, mettons, ben ton corps va trouver une façon de bouger dans ces angles et ces plans-là. Puis souvent, c'est là que va arriver, mettons, des compensations puis des petites blessures d'usure à moyen long terme, mettons. Parce que ton corps trouve d'autres chemins pour bouger qui sont souvent peut-être pas les bons pour toi. Puis, étant donné qu'il inhibe aussi certains muscles parce qu'il s'en sert moins, bien souvent, ces muscles-là sont moins présents dans tes actions. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais... Oui. Fait que, je ne sais pas si tu veux franchir. Ouais. Moi, pendant l'été passé, j'avais une théorie. Je regardais tous les gars, les filles qu'on entraînait, puis là, quand ils faisaient du bench press, il y avait tout le temps un côté qui montait. Des fois c'était minime, mais tout le temps un côté qui monte un peu plus haut. Puis là moi, je regardais ça de loin, on va dire. Puis là, j'étais à côté d'autres athlètes. Puis là, je disais, puis là, selon le côté, je faisais, il est-tu gaucher ou droitier sur la glace? Puis là, il est gaucher. Il me semblait aussi, le côté droit, il monte plus haut. Comme quelque chose de même, je ne me rappelle plus de ma théorie moi-même. Mais essentiellement, c'est que je me disais toujours, il y avait toujours un semblant de comme ce bras-là, il semble un peu plus fort, puis il semble compenser pour le manque de force de l'autre côté. Et que là, évidemment, pendant l'été, on travaillait là-dessus. Mais sur le moment, j'étais comme, on dirait vraiment qu'ils ont un bâton, ils essayent de recréer l'effet d'avoir un bâton de hockey dans les mains, d'avoir une main en haut du manche, puis une main au milieu du manche, puis le bench, il twist quasiment là, dans le sens du bâton de hockey. Donc, ça, c'est vraiment un côté, je dirais,
de débalancement juste au niveau du haut du corps. Pour moi-même, à avoir joué, j'ai une épaule complètement scrap, l'autre, pas de problème pantoute. C'est vraiment que celle-là, si j'essaie de faire de la rotation externe ou quoi que ce soit, oublie ça. Si j'essaie d'aller faire le grab and le genre de test d'épaule, je ne me rappelle pas, le grab and reach and grab, quelque chose comme ça. Ben, j'ai un côté, je suis capable de peut-être toucher mes doigts. L'autre côté, mes mains sont à une distance de main complète. Là. Je passe pas le FMS dans ce test-là. Puis c'est vraiment ça, j'ai mon épaule qui tenait mon bâton en haut, qui est toujours en rotation interne, puis comparé à mon autre bras qui est toujours en rotation externe, faire le même côté, là, juste ça, là, je suis pogné. Là, toi, t'es gaucher au hockey, hein? Moi, je suis droitier. Fait que là, ben, ça, c'est mon bras gauche là, en ce moment. Okay. Fait que là, ouais. OK, mettre en contexte. OK, mais ça, effectivement, ça, je suis pas mal sûr, mettons, l'histoire du bench, là, tu lui demanderais de bencher avec un mixed grip, comme s'il tenait un bâton de hockey. Je suis pas mal sûr qu'il serait quasiment plus à l'aise. Là. Ça serait quand même assez drôle de l'essayer, voir. Mais funky, ces réseaux sociaux. bien souvent, moi, ce que je vois, quand je fais des bilans posturales, bien souvent, je vais avoir une bascule de l'épaule. Fait que souvent, l'épaule qui va avoir une protraction vers l'avant. Puis, je vais voir ça du côté où est-ce qu'ils tiennent le bas de leur bâton, bien souvent. Puis, ce qui va arriver, bien là, bon, je vais éviter tous les détails là, d'aller intense parce qu'il y en a qui vont dire c'est trop technique. Mais tout peut provenir des pieds ou tout peut provenir d'en haut. Donc, un peu la posture est gérée par le bas et le haut de notre corps. Fait que les yeux et les pieds, c'est les deux principaux capteurs qui gèrent ça. Fait que, ils font le chemin inverse. Un va avec l'autre, puis ils sont étroitement reliés ensemble. Donc, bien souvent, ça peut provenir d'en haut, puis ça descend, ou ça provient d'en bas, puis ça monte pour créer des débalancements, des déséquilibres. Puis souvent, c'est ça, si on s'entend que pour dire que les joueurs de hockey, les joueuses de hockey sont tout le temps sur la glace, les mouvements répétés tout le temps. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ils commencent à renforcer une certaine position aussi. Fait que le hockey en tant que tel peut causer un déséquilibre postural, plus, on va dire, structurel et par habitude de tout être dans certaines positions. Mais effectivement, c'est que si tu es tout le temps la main, on va dire gauche, parce que tu es gaucher en bas, bien souvent, tu vas avoir une bascule de l'épaule. Puis ce qu'il va faire, c'est que ça aussi, tu vas avoir un déséquilibre dans le plan frontal au niveau de tes épaules, qui va avoir une répercussion au niveau de ton bassin, puis de ta tête, tes yeux pour te réaligner, parce que tes yeux veulent tout le temps être, là, on dirait que c'est une phrase, pas de point, mais tes yeux veulent tout le temps être à l'horizon. Donc, en partant de ce concept-là, ben, ta tête va tout le temps, idéalement, se redresser, peu importe le déséquilibre que tu as dans ton corps. Fait que là, ça vient créer différents déséquilibres jusqu'en bas, les répercussions. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que tes applications de force, par exemple, dans le bas du corps, sur la glace, dans tes virages, dans tes poussées, ne sont pas efficaces. Du moins, la même chose, gauche-droite. Donc, tu peux avoir une perte d'efficacité au niveau de tes poussées. Puis ça, on le voit souvent dans un des tests qu'on fait, nous, sur glace, là, avec le capteur Science Perfo. On voit exactement la puissance de chacune des poussées. Puis on le voit. Ceux qui ont un déséquilibre au niveau d'une jambe versus l'autre, souvent provient des pieds. Donc, un pied en valgus versus un varus, donc des pieds disharmoniques, par exemple. On va voir inévitablement tout de suite, va avoir un impact sur la glace, sur l'efficacité des poussées. Donc, ça, c'est assez fou quand tu regardes ça, mais pour revenir à ton histoire, Vince, c'est ça, tu sais, ça va causer des répercussions jusque dans le gym. Le fait de renforcer un peu trop certains patrons moteurs, patterns. Puis après ça, ben, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on joue au hockey, qu'on va tout le temps avoir un déséquilibre. Si tout est bien suivi, puis que notre concept des 6 piliers est bien adapté puis bien programmé, ben, tu viens justement recorriger le tir un peu partout dans les autres piliers pour venir t'élever de façon plus égale. Fait qu'effectivement, je ne sais pas s'il y a d'autres points un peu, chaîne antérieure, chaîne postérieure, Matt en a un peu parlé, là, mais
que le hockey peut justement apporter comme déséquilibre dans la vie de tous les jours. Puis après ça, j'embarquerai un petit peu plus dans mon volet neuro de tout Puis ça. pour ajouter, mettons, à tout ça, généralement, souvent, ce que les joueurs de hockey souvent vont avoir de la difficulté à faire, c'est avoir un plein contrôle sur le mouvement de le bassin. Tantôt, on parlait justement que les mouvements spécifiques du hockey t'amènent une posture spécifique. Ben, après ça, c'est plus dur pour eux, pour la plupart qu'on voit, de pouvoir contrôler le bassin. Au niveau de tes hanches, en fait, es-tu capable de mettre ça en téversion, rétroversion, de le bouger comme tu veux en plein contrôle, ou tu es tout le temps pris dans la même position, puis c'est là que justement tu vas compenser autant dans le gym que sur la patinoire, en fait. Fait que ça, c'est quelque chose en warm-up, en journée de mouvement, mobilité, peu importe, que tu as tout intérêt à travailler juste pour ta santé en général, mais ta santé structurelle au fil du temps, être capable de bouger consciemment ton bassin, devant, arrière, en haut, en bas. Ça, souvent, en fait, pas souvent, tout le temps, ça va souvent se passer au niveau de activation fessier-corps, qui est souvent plus difficile pour un joueur de hockey. Puis c'est ça qui va dicter si tu es capable d'avoir contrôle sur la position de ton bassin. Fait que, des mouvements, des mouvements, des fois que les jeunes trop faciles parce qu'ils ne sont pas bien réalisés, c'est des bird dogs, des dead bugs, des trucs comme ça, qui t'obligent à rester hyper stiff, hyper toc. C'est vraiment là-dessus. Là. C'est pouvoir contrôler ton bassin, squeeze, te bracer comme il faut. Là. Je veux dire que c'est la chose à travailler, surtout, mettons, avec des jeunes / moins jeunes joueurs de hockey. Là. Mettons, je vous lance la question, là, parce que tu as parlé de contrôle du bassin, puis ça, c'est comme, oui, il y a un gros aspect neuro à l'intérieur aussi, puis tout ça, des fois, c'est le problème vient de la neuro, puis qui est juste incapable d'avoir l'accès puis le contrôle. Mais, mettons, là, quand vous avez une équipe, là, je suis curieux d'avoir votre réponse, mais quand vous avez une équipe que vous suivez, puis vous donnez peu importe, là, que ce soit un squat ou un Romanian deadlift, peu importe. C'est un mouvement où est-ce qu'il y a un hip hinge à l'intérieur, puis tout ça. Combien, mettons, on dit en pourcentage là, de joueurs ou joueuses que vous voyez qui sont juste incapables de contrôler le bassin? 100%. Puis, tu sais, souvent, ça va être la même chose pour vous autres de votre bord aussi, là, mais tu sais, je fais un squat, je fais un RDL, je fais peu importe qui vient un peu plus de la hanche. Ah, j'ai mal dans le bas du dos. Peu importe ce que je fais, j'ai le mal dans le bas du dos parce que manque de bracing, manque de contrôle sur ton bassin, amène le petit creux dans le bas de ton dos qui est quand il n'est pas contrôlé, quand il n'est pas naturel, mettons, via ta posture, ben, c'est ça qui va t'amener c'est des compensations lombaires, c'est ça qui va t'amener des petites douleurs dans le bas du dos. Puis le hockey va t'apporter ça aussi. Là. Moi, je dirais, heureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais au début de la saison, je demandais de faire des RDL, juste voir un peu la technique de tout le monde, puis on dirait que je leur avais demandé d'aller toucher leurs orteils. Les jambes étaient raides au complet, le dos était en canne à pêche, puis ça descendait jusqu'en bas. Puis là, j'étais comme, attends, là, je t'ai pas demandé d'aller toucher tes orteils. Là, je t'ai demandé. Un sit and reach debout. Ah, c'est vraiment. Ouais, puis c'est comme, non, tes hanches, là, s'en vont 90 degrés, ils s'en vont en arrière. Puis après ça, tes genoux, ils plient juste un petit peu, juste pour te permettre de pas, de pas comme étirer tes ischios au complet, mais de garder le dos bien droit, tu recules les hanches, tout ça. Puis, des fois, c'est comme, tu veux pas miner la confiance de l'athlète des fois, là, mais une couple de fois, là, c'est comme, non. À chaque répétition, non, pas ça. C'est fou. Là. Mettons, moi, je donnerais une stats. J'ai au moins 95% des athlètes en début de saison qui. Là, moins parce que ça fait plusieurs années que je travaille avec eux, mais mettons, on va dire au début où les nouvelles personnes que je vois, 95% sont incapables d'avoir un contrôle du bassin optimal ou acceptable. Il n'y a rien de parfait dans la vie, là, mais. Puis le 5%, ben, c'est soit que c'est juste que la personne, il y en a tout le temps un qui fait quasiment tout le temps chier parce qu'il est bon dans tout. Soit que c'est ça ou qui a été coaché avant de façon adéquate, là, qui a passé avec nous dans l'été ou qui a passé avec quelqu'un d'autre qui est sharp. Ben, ça, c'est le 5%, là, mais c'est minime. Là, c'est fou à quel point que c'est bon, peut-être 5%. On va dire 10%, là, on va être un peu
On va être un peu optimiste, là. Fait que 90%, mais tu sais, c'est fou là, à quel point que les athlètes n'ont pas le contrôle de leur mécanique de mouvement. Puis tu sais, bien souvent, des fois, c'est peut-être juste un petit cue qui manque, que ça va aider. Mais tu sais, généralement, puis après ça, là, tu sais, 80% de ce 90%-là, ça commence à faire des stats. Mais tu sais, moi, 8 personnes sur 10 que je vois, c'est un déséquilibre postural qui provient d'un manque au niveau du développement moteur, donc plus neurologique, puis que ça se corrige quand même très bien relativement, surtout quand on les prend plus jeunes. Puis le plus jeune, 16 ans, ça rentre dans plus jeune. Où est-ce que leur développement n'est pas encore tout fait à 100%, puis que les déséquilibres, les patterns ne sont pas intégrés pendant des vingtaines, trentaines, quarantaines d'années. Mais c'est ça, c'est fou que genre 8 personnes sur 10, on est capable de ramener ça quand même rapidement par l'entremise, justement, un développement moteur. Puis c'est littéralement que, là, je rentre un peu plus spécifique, mais c'est littéralement dans le volet du développement moteur de l'enfant, littéralement. Il y a certains stades, puis là, ben, s'il y a des mamans qui écoutent, sûrement vous avez déjà lu des choses comme ça. Généralement, c'est plus les mères qui lisent ce genre de livre-là quand ils sont soit enceintes ou ils viennent d'accoucher. Mais le développement moteur de l'enfant, il y a des stades que tu fais le stade 1, généralement avant le stade 2, ainsi de suite. Un peu comme ramper avant de marcher à 4 pattes, avant de commencer à marcher debout. Ça va de soi. Puis chacun de ces petits stades-là, bien souvent, on va dire Ah, mon enfant, ouais, moi, j'ai pas rampé, j'ai commencé à marcher à 4 pattes tout de suite, puis debout. Puis, mais des fois, les gens vont être, mettons, fiers de ça parce qu'ils progressent plus vite, mais c'est qu'on laisse énormément de développement moteur sur la table. Juste le fait d'être en position ventrale, faire du tummy time quand on est bébé, ce que ça fait, c'est que tu viens battre, tu viens développer ta chaîne postérieure, tu viens essayer de vaincre la gravité, avoir le contrôle au niveau de tes muscles du cou et tout ça. Ben, après ça, quand tu fais du rampé, c'est beaucoup la grande orteil qui va pousser généralement au sol. Ben là, c'est de développer aussi tout ce qui est chaîne, encore une fois, postérieure, mais plus musculaire et tout ça, tes ischios, le contrôle, coordination entre le haut et le bas du corps, de prendre ta main pour t'aider, ton pied opposé, parce que tu fais juste du même bord. Bien souvent, on va voir des vidéos, exemple, d'enfants. Je pourrais essayer d'en trouver et d'en montrer, mais que ça rentre, mais juste d'un bord, puis c'est comme plus, on va dire, moins naturel. C'est qu'il y a justement eu on va dire un fuck, mettons, pour utiliser ce mot-là, mais il y a eu un problème au niveau du développement. Puis après ça se corrige. C'est pas à vie que c'est fini puis on a scrappé l'enfant. Là. Mais ça se corrige. Fait que, ça part de loin. Puis des fois, ça arrive souvent que j'ai des athlètes que je fais un bilan postural, puis je leur donne des exercices, puis ils sont comme c'est quoi ça? Puis des fois, avant, je travaillais plus la clientèle, monsieur, madame, tout le monde, puis mettons, j'avais quelqu'un de 50 ans, 40 ans qui rentrait dans le bureau, puis un des exercices, je lui demandais, c'était littéralement de marcher à 4 pattes. Puis il y avait de la misère d'être coordonné, de déposer son pied avec sa main opposée en même temps, puis de séquencer, au niveau coordination et tout ça, puis c'était difficile, puis il se demandait pourquoi il faisait ça, mais surtout au début, puis après ça, plus qu'il avançait, plus qu'il comprenait que, OK, ouais, il y avait un manque à quelque part, puis là, tout d'un coup, on vient de réparer, c'est pas qu'il était brisé, la personne, là, mais on vient d'aider au niveau postural. Puis après ça, oui, c'est un niveau postural statique, donc sans mouvement. Mais si on regarde, si c'est un déséquilibre statique, pas de mouvement, imagine quand tu commences à être sur la glace, sur une lame de 4 mm avec du mouvement, ton déséquilibre va paraître en s'il vous plaît, puis il va avoir un énorme impact. Donc, ça, c'est sans parler de tout ce qui est blessure et autres. Mais c'est fou, là, je suis un peu à gauche, à droite avec ça, mais c'est de comprendre qu'il y a des stades de développement. Puis que s'il y a un problème au niveau du déséquilibre postural, souvent 8 personnes sur 10, c'est que dans un des stades du développement de l'enfance, il y a eu un bug à quelque part, puis que ça a été pas développé de façon optimale. Après ça, c'est de le corriger, puis ça revient là, quand même assez facilement, puis rapidement. C'est surtout chez les athlètes. La réponse est quand même très vite aussi. Fait que c'est pas mal.
je veux juste te parler des bébés et tout ça. Je veux juste toucher là-dessus avant qu'on change le sujet un peu. Mais je sais, les gars, vous avez des enfants, vous avez peut-être remarqué ça, puis peut-être des auditeurs qui ont des enfants dans des bas âges en ce moment, ils vont peut-être plus être capables d'avoir l'œil maintenant pour ça, mais tu regardes un enfant, puis je pense que c'est plus jeune que, ben, en fait, non, à 2 ans, quand que ça marche, ça court, puis ça marche partout, là. Mais là, tu le regardes ramasser un jouet à terre, puis c'est la forme de squat la plus, je ne vais pas dire parfaite, mais c'est comme un des meilleurs squats que tu vas voir quelqu'un faire. Puis c'est quasiment, c'est ass to the grass. Il n'y a pas de genou qui rentre à l'intérieur ou quoi que ce soit. La colonne est neutre, le dos est bien redressé, la tête est droite, tout ça. Comme, après ça, tu as quelqu'un de 16 ans, 20 ans, 30 ans qui est super bien entraîné en squat. Oui, ils vont sûrement être capables de reproduire le mouvement, mais avec une liberté dans les joints, une liberté autant que ça, puis une force en même temps de la chaîne postérieure. Là. C'est fou comment on passe de ça dans un très bas âge, puis après ça, la vie a son effet là-dessus, puis ça change un peu. Mais ouais, non. Puis il y a ça, puis aussi, moi, c'est avec mes neveux et nièces. Là. J'avais bien du fun avec ça quand ils étaient plus jeunes. Quand ils commencent justement, la chaîne postérieure est vraiment développée. Moi, je capotais, j'étais comme, tu sais, quand je les tenais, je massais un peu avec mes doigts les longitudinaux dans le dos, puis c'était comme raide, là, rock hard, là, complètement. J'étais comme, oh my god, c'est bien capoté, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'enfant moi-même, fait que j'avais pas de sujet à tester avant, là. Mais ouais, toujours impressionnant. Vas-y, Vince, excuse. Non, j'avais fini. OK, ben écoute, pour faire le bridge avec tout ce qu'on a dit, genre un gros wrap-up de tout ça, ça revient exactement à ce qu'on disait au début. On a commencé le podcast en disant que le hockey t'apportait des équilibres, des plans de travail, nanana. Puis ça revient à ce qu'on dit pratiquement à chaque podcast. C'est pour ça que l'exemple le multisport, puis l'entraînement à bas âge, que là, ta job, c'est de rentrer le plus de capacité de mouvement, ta capacité à travailler dans tous les angles, tous les plans de travail pas possibles. C'est ça, en bout de ligne, qui va faire en sorte que quand tu vas avoir 14-15 ans, ben, tu ne seras pas pogné dans un pattern de joueur de hockey que tu n'as rien fait d'autre de ta vie. Tu ne sais pas lancer un ballon, tu ne sais pas courir. Combien de jeunes tu fais des sprints, mais il patine comme un joueur d'NHL, mais il ne sait pas courir, genre, il ne sait pas sauter. Fait que, ça rentre là-dedans aussi. Là. Fait que, on en parle tout le temps. À quel point c'est important que tu joues au soccer, au baseball, que tu cours au parc, que tu fasses n'importe quoi d'autre quand tu es jeune pour avoir la banque de mouvement la plus grande possible. Effectivement. Puis, tu sais, pour ramener un peu sur l'histoire, tu sais, avec, mettons, mon gars, justement, tu sais, quand il commençait à ramper, je voyais qu'il y avait un côté qui la jambe, elle suivait, elle ne voulait pas suivre, puis l'autre base, tout allait super bien, mais il y a un côté que ça. Bon, il ne voulait pas s'en servir, ben. Je sais c'était quoi, mais il ne s'en servait pas pendant tout. Puis j'étais comme, oh, il va y avoir des répercussions plus tard. Fait que, ceux qui s'entraînent avec nous savent c'est quoi, mais la Neurospike Ball, c'est une balle avec comme des pics dessus. Ça ne perfore pas la peau, là, juste pour pas que je reçoive des appels chez nous, mais c'est une balle qui vient stimuler, en fait, le volet plus tactile de la peau, fait que les mécanorécepteurs et tout ça, au niveau de la peau. Puis ça, c'est un des systèmes de base dans le développement, le contrôle moteur et tout ça. Donc, en partant, c'est que justement, il y avait, au niveau de sa sensibilité de son développement tactile, il y a un côté qui était correct, puis l'autre n'était pas optimal, développé dû au fait que justement, il n'utilisait pas ce côté-là, ainsi de suite. Donc, il commençait à renforcer plus un bord que l'autre. Puis, je me suis dit, pourquoi pas utiliser la balle. Fait que commencer à prendre la Neurospike, rouler un petit peu en dessous des pieds, les 2 pieds, les mains. Ça a pris une semaine. Les 2 pattes. Touc, 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 touc. Mais juste avec la stimulation tactile, c'était. Tu sais, je l'avais jamais vécu sur des bébés, je l'avais vécu sur des athlètes, 12 ans en montant. Mais c'était assez flagrant à quel point que genre ça développe tout de suite. Puis c'est juste une question de stimulation.
Je peux donner un exemple un peu plus, on va dire, facile à comprendre ou avec des chiffres. J'ai fait une petite étude justement par rapport à cette balle-là, à peu près 2018. Ça fait 5 ans environ. Puis ce que j'avais testé pour le fun, c'était la force de préhension avant la stimulation avec la balle et après, directement après. Puis normalement, force de préhension étant un effort concentrique maximal, donc qui va driver un peu plus le système nerveux, donc plus long à récupérer qu'un effort constant, par exemple. Donc, en partant sur toute cette base-là, ton deuxième essai, 1 minute après, devrait pas être plus fort que ton essai 1, normalement. J'avais, je pense, une affaire comme 34 athlètes, 36 dans ces alentours-là. Puis, ce que je faisais, c'est que je faisais 3 forces de préhension de 5 secondes en concentrique. Fait que 5 secondes le plus fort, je prenais la stats. Encore un 5 secondes, tout de suite après, je prends la stats. Puis j'en faisais un troisième. Donc, c'est 15 secondes maximales. Je faisais la moyenne des 3 scores. Après ça, stimulation dans les 2 mains en même temps pendant 1 minute. Et je refaisais le test. 5 secondes, 3 fois, back-to-back. Donc, en 1 minute et demie, il y avait 30 secondes de force concentrique. Fait que, en partant de ce concept-là, que normalement, le système nerveux ne devrait pas récupérer, et ainsi de suite. Puis avec la stimulation tactile, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une augmentation. Là, je dis un chiffre, là, mais il n'est pas exact. Mais c'est entre 7,8 ou 8. C'est entre 7,8 ou 8,4, un des deux chiffres, % d'augmentation. Avec le deuxième essai, suite à la stimulation tactile. Donc, la force de préhension est un test qui, bon, oui, mesure la force généralement de l'avant-bras et tout ça, mais c'est une donnée qui est aussi utilisée pour une composante de force générale dans le corps. En tout cas, c'est bien rare que tu vas avoir quelqu'un qui est bien weak, force de préhension, mais qui est bien fort dans le reste du corps. Puis l'inverse est aussi vrai. Donc, tu sais, ça reste que 7,8, puis 8,4, on va dire 8 % en moyenne d'augmentation. Puis de façon significative, les résultats, c'est pas négligeable. Quand on parle de stimulation, d'activation. Donc, prenez le concept après ça, mettez ça sur des chiffres au bench press, mettons, tu lèves, on va dire, 200 livres, ben avec cette stimulation-là, tu ferais 216. Genre. Après ça, tu peux aller loin avec ça. Là. Puis, je ne l'ai pas testé pour le fun, pour les pieds, avec un squat, par exemple. Mais d'après moi, la stimulation risque d'être ou les chiffres risquent d'être sensiblement les mêmes, dû par le simple fait d'activation tactile, qui fait en sorte que ton chemin de ton système nerveux, de tes de tes unités motrices et tout ça, de tes neurones se fait mieux, plus efficacement. Fait qu'à partir de là, ben, c'est un peu aussi un des concepts qu'on utilise en posturologie, d'aller chercher les ondes optimales pour la stimulation au niveau des mécanorécepteurs au niveau tactile, donc du pied ou des mains, puis de venir stimuler pour que justement ça soit le plus réceptif possible que tous les stimuli qu'on reçoit. Donc, c'était pas mal ça, le volet un peu plus théorique, on va dire, de la chose que je voulais parler. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, là, mais je pense que l'important, justement, c'est de comprendre que c'est pas nécessairement que on est bien développé de 0 à 1 an, qu'on est correct pour la vie, parce qu'un développement se fait jusqu'à 7 ans, généralement, également, au niveau plus patron-moteur et tout ça. Puis ça fait le restant de ses jours, là, quand il y a un problème qui a été fait auparavant aussi. Mais c'est de comprendre qu'il y a certains stades de développement moteur à aller acquérir et développer quand on a un enfant, aussi adulte, si jamais, comme je dis, il y a un problème au travers, mais qu'il faut comprendre aussi que le hockey apporte certains déséquilibres, comme on a mentionné, au niveau postural et au niveau activation de certaines chaînes et autres, puis que ces répercussions-là peuvent avoir des impacts dans le gym. Si on a un côté déséquilibré, Vincent en a parlé, ton pattern de mouvement risque de ne pas être super sharp, risque de blessure augmente. Donc, on veut éviter tout ça. Puis, ça reste que ton développement de force, la force que tu es capable de développer dans le gym
t'es pas équilibré, si 80% de la force que tu utilises, tu l'utilises plus de la jambe gauche, on va dire, puis de la droite, tu utilises ton 100%, ben, il y a un déséquilibre là, tu ne seras pas capable de lever autant lourd que tu aurais accès à lever, par exemple. Donc, tout ce qui est développement, puissance, force a un énorme impact à ce niveau-là. Puis, aussi, ça peut être causé pas nécessairement juste par le hockey. Le hockey va venir renforcer ces déséquilibres-là, mais en partant, c'est un déséquilibre postural. Puis, tu vas avoir des répercussions au hockey aussi. On en a parlé un petit peu que si tu as des pieds disharmoniques, l'application de tes forces sur la glace va être moins efficace. Donc, tu vas perdre de la vitesse sur glace, tu vas perdre de l'agilité sur glace également, du contrôle. Puis ça se répercute aussi jusqu'au haut du corps. Là. Ça peut aller jusqu'à ta précision de lancer, ta prise de décision également. Ça joue beaucoup sur le hockey IQ aussi. Si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, on pourrait faire d'autres épisodes là-dessus, mais ça a des impacts énormes. Puis, une chose qu'on a parlé un petit peu, mais que ça va dans le two-way, où ça peut partir d'en haut, puis ça descend, et d'en bas, puis ça monte. Ben, si on prend un exemple rapide, si tu as un pied qui est disharmonique avec un valgus, par exemple, du côté gauche, le genou risque de rentrer un petit peu plus vers l'intérieur du côté gauche, débalancement de la hanche, rotation au niveau de la hanche. Après ça, ben là, si tu as tout ça, ton haut va vouloir se rééquilibrer, donc bien souvent, va aller à contrôle latéral. Après ça, ben là, la tête va réajuster, puis là, tu vas avoir un déséquilibre bord en bord. Puis là, ben là, demande-toi pas pourquoi tu as plus de facilité à freiner de la gauche que de la droite, ou que tu es inefficace, ou que tu es tout le temps blessé, surtout. J'ai quelques noms en tête que je vois rapidement de gens qui sont souvent blessés, puis qui n'ont aucun contrôle de leur corps, ou que niveau déséquilibre postural, c'est immense. Donc tu sais, vas-y, Vince, ouais. Si je peux rajouter là-dessus, là, tu dis, là, ça part des pieds, puis tu as super bien mis ça en contexte. Fait que je veux juste comme rider là-dessus un petit peu. En tout cas, on verra si on part sur le sujet, parce que je pense qu'on peut partir longtemps dessus, mais les souliers de basket. J'allais dire, dis-moi pas les souliers. Les souliers de basket, je ne suis plus capable de voir ça dans le gym. Tous les jeunes que je vois systématiquement, parce qu'évidemment, ils ne changent pas de souliers à chaque journée, là, mais que je vois à longueur de semaine rentrer dans le gym avec des souliers de basket. Puis déjà, les souliers des fois sont un peu plus maganés ou quoi que ce soit. Là. Fait que là, tu vois, la bottine est plus ramollie. Là. Fait que là, tu vois que le côté extérieur de la semelle, il est en train de relever du sol. Puis le pied à l'intérieur, là, il est comme sur le côté intérieur du soulier. Tellement que... Puis, en tout cas, c'est comme mon petit... J'en parlais... Je vais faire un épisode avec... je vais inviter Matt Boulay. Matt, si tu écoutes ça, l'invitation est lancée, mais pour jaser justement souliers et l'impact que ça peut avoir, parce que bon, c'est pas mal l'expert dans le domaine, pas des souliers, mais c'est l'expert de la posture, du contrôle moteur. Je travaille chez Ripino. Mais ouais, fait je pense que ça pourrait être pertinent justement d'en parler. Mais rapidement, pour mettre la table là-dessus, mais rapidement, je parlais de stimulation tactile, puis à quel point ça a un impact sur le reste. Je vous lance la question. Un soulier de basket, c'est-tu ça d'épais ou ça d'épais, mettons? Tu peux dire la semelle ou pas la semelle, là, tu sais. Mettons, généralement. Ben là, ça va dépendre. C'est assez épais, là, tu sais. Le problème des grosses semelles smooshy, genre que tu perds toute ta force même dans un soulier comme ça. C'est épouvantable. Tu perds beaucoup de force que tu peux déployer et tout ça, effectivement. Mais ce qui arrive, c'est qu'un simple, à partir de 2 mm d'épaisseur, tu perds de la sensibilité au niveau de ton pied. Donc, si tu prends ce concept-là, que à partir de 2 mm, tu commences à perdre de l'efficacité d'influx nerveux puis j'allais dire captation, ça se dit pas trop, là, je cherche le terme, mais de comment aller chercher comme l'influx nerveux. Là, je cherche le terme, là, mais je ne l'ai pas. Stimulation un peu, ouais, mais tu sais que tu reçois de l'information par ces capteurs-là. On va amener ça un peu plus québécois. Tu reçois l'information de tes pieds quand tu marches, quand tu bouges, tout à partir de cette information-là, c'est là que tout le reste des
de l'engrenage se fait de la prise de décision, puis de comment tu appliques ta force, combien tu en appliques, et ainsi de suite. Donc, à partir de 2000 mètres, tu commences à en perdre de cette stimulation-là, de l'information que tu peux recevoir de tes pieds. Fait que 2000 mètres, là, c'est extrêmement c'est petit, là, c'est une moitié de lame de patin. C'est très, très minime. Puis, ce qui arrive, c'est que si tu as des souliers de basket qui vont avoir quasiment 2 cm d'épaisseur, tu peux dire adieu à l'efficacité de pas mal tout ce que tu fais. Là. Ouais. Pas mal. Puis tu sais, la raison principale, puis là, je ne suis pas expert en souliers, mais d'après moi, biomécaniquement, la raison principale pourquoi il y a des souliers de basket, c'est comme ça, c'est parce qu'ils font énormément de sauts et d'absorption. Mm-hmm. Après moi, c'est une des raisons principales pourquoi les souliers sont de même, outre l'aspect c'est beau, c'est cool, puis tout ça. Là. Ben, Mais... Des sauts, des sauts, des changements de direction qu'ils font au basket, c'est là la raison pourquoi l'épaisseur de la semelle est importante, puis que le soulier remonte au niveau de la cheville, c'est pour apporter un support. Mais quand tu as un joueur de hockey qui a tout le temps ses pieds dans une bottine de carbone, s'il dépense bien gros sur ses patins, tout ça, la cheville est lockée comme ça, il n'a jamais besoin de se soucier de la force de sa cheville pour limiter les inversions puis les éversions. Ben, après ça, il débarque de la glace puis il se met des souliers de basket dans les pieds. À un moment donné, les chevilles, ça devient mou comme une pâte cuite. Là. C'est n'importe quoi. Puis là, honnêtement, c'est les seuls que je vois faire du squat où est-ce que les talons lèvent du sol. Dès qu'ils commencent à descendre, hein, les talons lèvent du sol, puis les pieds, ils tournent vers l'intérieur. Puis je vois ça, puis je suis comme, oh boy, hey, ce jeune-là, il met juste un peu trop lourd sur son squat, puis c'est les 2 ACL qui partent en avant. Là. C'est vraiment quelque chose. Ouais, non, c'est vrai, c'est fou. Écoute, ça met vraiment bien la table pour le prochain qu'on va faire avec Nat. Mais pour clore le truc, c'est ça. On voit que ça va dans les deux directions, tant au niveau de la posture, mais aussi que le hockey peut apporter certains déséquilibres structurels, d'activation et tout ça. Mais que c'est une boucle où est-ce que si tu en as déjà un en partant, tu fais juste le renforcer. Donc, ça fait pas mal le tour pour le podcast que un simple déséquilibre postural peut impacter ta future carrière ou potentielle carrière jusqu'à la NHL ou PWHL. Donc, ça clôt pas mal le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des commentaires, faites-nous en part, ça va nous faire plaisir. Vous avez des sujets ou des invités que vous voulez qu'on amène pour discuter de certains trucs, ça va nous faire plaisir également. Donc, sur ce, on se dit à la semaine prochaine.